sommes très heureux de le retrouver en studio ce matin. Michel Zerbi, bonjour Michel. Bonjour Ilana, c'est réciproque. Et oui, c'est réciproque. Effectivement, je suis de retour Michel. Alors vendredi, j'ai vu ça, j'ai écouté l'antenne. Oui. Vous rendiez un hommage très personnel à Françoise Rudetsky, la figure tutélaire pour toutes les victimes d'attentats, dixit Emmanuel Macron. C'est ce que disait le chef de l'État donc de cette femme qui est décédée tout récemment. Et justement ce matin, eh bien, vous allez revenir à ce procès du 13 novembre 2015 qui se poursuit avec la séquence des plaidoiries des familles des victimes et des victimes, des vies changées à tout jamais. Le deuil, Michel, c'est un peu la deuxième lame du terrorisme. Oui, on peut dire ça, Ilana, à l'occasion donc de ces jours de plaidoirie au nom des parties civiles qui vont d'ailleurs se poursuivre aujourd'hui. On a pu entendre des paroles fortes, profondes, déchirantes des avocats, des paroles qui ont essayé de nous faire sentir l'espace d'un moment le deuil sans doute impossible. Et oui, vous avez raison de parler s'agissant donc du deuil de deuxième lame du terrorisme. Rappelons que ces plaidoiries ont été organisées par thématique pour ne pas se répéter. On va en citer quelques-unes sur ce thème. Sachez qu'un deuil national, on rappelle qu'un deuil national de 3 jours avait été décrété par le président Hollande après les attentats. C'est ce qu'a rappelé maître Emmanuel Evramesco qui plaidait avec 2 consoeurs. Mais ça, c'est le roman collectif. Celui des victimes ne faisait que commencer. C'est de celui-ci que nous allons parler. Enfants perdus, conjoints ou compagnes décédées, parents, frères ou sœurs mortes le 13 novembre. Le combat des endeuillés, c'est le manque. L'avocat parle notamment d'une maman qui a perdu son fils et qui est ensuite morte de chagrin. Alors l'un de ces moments forts, des moments forts de ce procès, c'est cette question, comment les familles vivent-elles cette disparition brutale justement ? Oui, chacun, vous imaginez bien, fait comme il peut, bien sûr. Les parents d'un homme tué sur la terrasse de la Belle Équipe ont dû aller déménager le logement parisien de leur fils. Comment peuvent-ils continuer à vivre alors que leur enfant est mort ? Sa sœur, elle, a perdu une partie de son avenir car son frère ne pourra plus partager les moments de vie dans le futur. C'est ce qu'a raconté maître Emmanuel Lemoine qui évoque, lui, la colère, la perte de repères. Après la disparition d'un être aimé, le deuil envahit chaque recoin de l'esprit. C'est un épuisement physique au quotidien. Perte d'emploi, sentiment de décalage auprès d'amis ou membres de la famille. Et l'avocate qui a évoqué, Ilana, différentes conséquences du deuil sur le quotidien de ses proches victimes. Alors il y a un sujet, Michel, dont vous avez déjà parlé sur cette antenne, dans cette chronique judiciaire, cette conséquence psychologique particulière du traumatisme, c'est aussi la culpabilité du survivant. Ouais, c'est un sujet extrêmement important et réel. Ce sont maître Aurélie Covio et maître Agnès Clément qui ont plaidé sur ce thème. La culpabilité n'est-elle pas l'apanage du condamné ? Le droit serait-il inversé, a lancé la première avocate. Certaines victimes vivent un sentiment de honte, s'accablent de 1000 mots en réaction à la violence des faits qu'elles ont subis. Elles ont réussi à fuir, ont oublié leurs amis dans leur fuite ou ont choisi la bonne place en terrasse. Ces rescapés ressentent, et je cite les avocates, une culpabilité extrême en sachant qu'un autre a perdu la vie alors que leur vie est sauve. Car ces victimes étaient présentes sur les lieux des attentats, mais ont réussi à s'en sortir, contrairement à une amie, un conjoint, un frère, qui ont eux péri sous les rafales tirées par les terroristes. Alors, dit l'avocat, le premier réflexe de certains clients était de s'excuser. Certains otages, eux, ont même collaboré avec les kamikazes. Certains ont été les porte-paroles des preneurs d'otages et disent à la barre donc les représentants des parties civiles. D'autres ont culpabilisé de donner naissance à un enfant dans un monde de fous. Et puis, il y a la culpabilité de ne pas être un héros, ceux qui ont lâché la main d'un mourant pour se sauver et rester en vie. Alors ça, pour ces victimes, les sanctions sont terribles. Ils sont, Ilana, leur propre procureur, c'est ce qu'a plaidé une avocate. C'est terrible de ressentir le droit de vivre sous condition. Beaucoup ont changé de profession, se tournant systématiquement d'ailleurs vers le droit des autres. Il y a les scarifications, les disparitions, le refus de se constituer partie civile et de se refuser le statut de victime, a dit sur cette question maître Clément qui parle de la solitude de ses clients comme une prison. Alors oui, Ilana, des audiences extrêmement difficiles, parfois étouffantes, mais bien sûr nécessaires. Alors peut-être pour conclure, qu'est-il prévu pour la reprise ce lundi, Michel ? Alors les plaidoiries donc des avocats des parties civiles vont se poursuivre à partir d'aujourd'hui. L'amour, la mémoire, le goût du plaisir par thématique et de la fête. Le fil rouge de la journée d'aujourd'hui sera le suivant, les victimes face à leur destin. En résumé, il faut bien dire, c'est la vie après les attentats, que ce soit pour les rescapés
ou pour les proches de personnes décédées. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel Zerbib. La chronique judiciaire du 13 novembre 2015, on vous retrouvera dès demain sur Radio J.